Élargissement de l'OTAN, compromis de dernière minute à la réunion de Madrid après un affrontement franco-américain. Lyon, 2 fillettes de 5 et 8 ans enlevées pendant quelques heures. L'une d'entre elles a été violentée, l'autre battue. 4 heures seulement pour peindre un faux Van Gogh. Le roi des faussaires, Alain Martouret, raconte ses souvenirs. Tour de France cycliste, nouvelle chute dans le peloton et abandon d'un des favoris, le Suisse Tony Rominger. Victoire d'étape pour l'Allemand Zabel. Madame, Monsieur, bonsoir. Réunion tendue aujourd'hui à Madrid des pays qui composent l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Le sujet du jour était l'élargissement des pays membres. Les Américains étaient d'accord pour faire entrer la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Les Européens, la France en tête, ont obtenu qu'on y ajoute la Roumanie et la Slovénie. Mais la date de leur adhésion n'a pas été fixée. Reportage Jeff Wittenberg, Philippe Arroy. Une photo de famille tout sourire, dans les règles de l'art, elle immortalisera le sommet de l'OTAN, aujourd'hui à 16, demain à 19. En général, dans ce genre de réunion, tout est joué d'avance. En général, sauf peut-être aujourd'hui. Car Jacques Chirac avait gardé un mauvais souvenir du dernier sommet du G8 à Denver. L'impression d'avoir subi la toute-puissance américaine. Alors à Madrid, la France, c'est-à-dire le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, en phase, ont voulu faire entendre leur voix. Pas question d'accepter sans broncher le scénario préécrit par Washington, à savoir un élargissement de l'OTAN limité à la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. La France en voulait plus, réclamant que la Slovénie, mais surtout la Roumanie, rejoignent elles aussi la famille. Demande d'autant plus pressante que 9 membres de l'Alliance réclament aussi cette solution. Suspension de séance, négociations en coulisses. Bill Clinton décide de réfléchir. Il ne veut pas faire de casse auprès de ses alliés. Pour une fois, l'Amérique va donc faire une concession. Les Hongrois, les Polonais et les Tchèques entrent dès maintenant dans l'OTAN. Les Roumains et les Slovènes verront leur cas étudié dans 2 ans. La position française a bien été prise en compte. Vous savez, la France, pour le moment, et jusqu'ici, n'a rien concédé. Rien. Pas une seule concession. En revanche, jusqu'ici, un certain nombre de choses ont été améliorées dans le sens que nous souhaitions. Sous le regard de son chef de la diplomatie, avec donc l'assentiment tacite de Lionel Jospin, Jacques Chirac a marqué aujourd'hui un point sur le terrain diplomatique. Le compromis intervenu cet après-midi à Madrid n'est pas considéré comme suffisant tout de même pour que la France réintègre l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique. Car le différend avec les Américains porte également sur le commandement de l'Europe Sud, que les États-Unis ne veulent pas abandonner au profit des Européens. Philippe Arroy. C'est vrai qu'on assistait ici à Madrid à un bras de fer entre Américains et Européens, histoire de montrer que l'Alliance Atlantique, ce n'est pas un pays qui domine, plus 15 autres pays, mais 16 pays. D'ailleurs, Jacques Chirac a beaucoup insisté pour que désormais, il y ait partage des responsabilités et des décisions au sein de l'OTAN entre Européens et Américains. Et c'est parce que cette condition n'est pas satisfaite pleinement que la France va rester en dehors des structures militaires de l'OTAN. De même, pour l'élargissement, 9 pays dont la France ont tenu tête à Bill Clinton pour exiger que la Roumanie et la Slovénie voient les portes de l'OTAN s'ouvrir dès 1999, alors que Washington ne voulait entendre parler de rien. Donc on peut dire qu'ici à Madrid, l'hégémonie américaine a été quelque peu battue en brèche, et c'est vrai que la France a été à la pointe du combat. Au-delà de ce sommet de Madrid, une question est posée. La menace de l'ancien bloc soviétique et les troupes du pacte de Varsovie ayant disparu, quelle est la raison d'être de l'OTAN? Par ailleurs, l'arrivée d'anciens pays satellites de la Russie va ouvrir de très intéressants marchés d'armement pour rééquiper ses forces militaires. Philippe Rochon. Pour réparer ce MiG-29 de l'armée polonaise, il faut prendre les pièces détachées sur un autre appareil. La Russie, qui a équipé l'aviation des pays de l'Est, n'a plus de stock. L'armée polonaise est passée de 450 000 à 230 000 hommes. Elle assure la sécurité de ses frontières, mais avec la République tchèque ou la Hongrie, qui vont aussi entrer dans l'OTAN, elle est sous-équipée. Il faudra donc une remise à niveau des armées de ce pays qui aura un coût assez important. On parle de 30-40 milliards de dollars. Et c'est là que se posera la grande question. Qui va payer le prix de cela? Les Américains ont déjà dit qu'ils ne veulent pas le faire et ils voudraient laisser la note aux Européens. Il en coûtera donc 200 milliards de francs sur 10 ans pour moderniser les armées de ces 3 nouveaux venus. Pour faire quoi? Certes, l'armée tchèque est par exemple présente en Bosnie dans le cadre de la mission de paix de l'OTAN. Mais l'OTAN, avec ses 65 quartiers généraux, risque de devenir une gigantesque machine qui tourne à vide.
Il n'y a plus d'ennemis clairement identifiés. Le territoire, l'espace géographique va être beaucoup plus vague et incertain. Et donc on risque d'avoir une alliance, une véritable tour de Babel sans objectif stratégique, et ce qui risque de déstabiliser un peu la sécurité de notre continent. Aujourd'hui, les soldats de l'OTAN vont même manœuvrer en Ukraine, aux portes de la Russie. L'Ukraine est candidate à l'entrée dans l'OTAN et se présente comme un rempart contre l'impérialisme russe. La Russie voit donc d'un mauvais œil cet élargissement. C'est pour elle un nouveau rideau de fer qui se rapproche de ses frontières. Retour en France avec une mobilisation policière à Lyon pour retrouver le ou les ravisseurs de 2 petites filles de 5 et 8 ans qui ont disparu hier pendant quelques heures et que l'on a retrouvées sur un parking de la banlieue lyonnaise. L'une d'elles avait été violentée, l'autre assez sauvagement battue. Pas de trace pour l'instant du ou des coupables. Dans l'enquête qu'ils mènent à l'échelon national contre les réseaux pédophiles, les gendarmes de la Vienne ont découvert une cassette vidéo mettant en scène des enfants et qui apparemment aurait été tournée dans un établissement scolaire français. Reste à connaître l'endroit exact où a été tourné ce film et s'il n'a pas été tourné dans un décor reconstitué. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Ce sont les gendarmes de cette brigade de recherche de l'Isère qui ont pour tâche de mettre un nom sur le lieu de tournage du film pédophile. Un film retrouvé en mai dernier dans la ville nouvelle de l'île d'Abo chez un ouvrier de 37 ans. Au domicile de cet homme marié, placé en garde à vue puis relâché, les enquêteurs ont saisi un lot de 36 cassettes à caractère pédophile. 2 de ces films ont été tournés en France, un en Meurthe-et-Moselle, une affaire déjà élucidée, l'autre dans un endroit qui ressemble à une salle de classe. On y verrait des enfants nus, 2 selon certaines sources, dans une position équivoque. De ces films, les gendarmes ont extrait des photos diffusées à l'ensemble des brigades de recherche du territoire. L'objectif est évidemment d'identifier le lieu du tournage et de confirmer ou non s'il s'agit d'une école. En attendant, les autorités judiciaires se gardent de tout commentaire. Un mutisme de règles après la polémique déclenchée par la médiatisation de l'opération Ado 71. Au ministère de l'Éducation, on indique ce soir que rien pour l'instant ne permet d'affirmer avec certitude que le film pédophile ait eu pour décor un établissement scolaire français. Une prudence que fait sienne le parquet de Vienne en charge du dossier où l'on déplore que l'affaire ait été ébruitée avant que les vérifications aient été faites. Puis on apprend ce soir qu'un adolescent de 13 ans a été mis en examen aujourd'hui à Reims pour dénonciation mensongère après le suicide d'un de ses professeurs qu'il avait accusé d'abus sexuels dont il affirmait avoir été lui-même victime. À la suite de cette dénonciation, c'était au mois de juin, l'enseignant, professeur de physique au collège de Montmirail, avait donc mis fin à ses jours. Et puis encore un 3e jeune passager anglais de l'autocar qui avait dévalé un ravin hier près de Moutier en Savoie est mort aujourd'hui des suites de ses blessures. Dernière journée d'activité pour les usines Moulinex d'Argentan dans la Sarthe et de Mamers dans l'Orne. À Mamers, des entreprises vont prendre le relais de Moulinex pour reclasser une bonne partie des personnels. Mais ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. En effet, l'une de ces entreprises spécialisée dans le cartonnage va déménager de la région parisienne pour bénéficier dans l'Orne des avantages financiers qui lui sont offerts. Comme quoi, la délocalisation ne concerne pas simplement des transferts de production à l'étranger. Philippe Visserias, Dominique Merlin. Et l'isolant, ça posait juste avant. François Brouard est un chef d'entreprise méticuleux. Tous les mardis, il vient visiter le chantier de sa nouvelle usine de cartonnage. 10 000 mètres carrés sortis de terre en quelques mois. Pour inciter cette PME à s'installer à Mamers, on a déroulé le tapis rouge. Les aides publiques financent 25% de la construction de l'usine et Moulinex a signé un contrat de partenariat de 30 millions de francs. Tout cela à une seule condition, embaucher des salariés licenciés par Moulinex. Ici, ils seront 45. Mais ce PDG refuse l'étiquette de profiteur des aides publiques. Les aides ne sont pas des éléments moteurs. Les aides, ça dure quelques temps, le temps d'une installation. Une usine, ça doit durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc je crois que c'est par rapport à un plan industriel à terme qu'on monte une usine. Une usine, François Brouard en possède déjà une en région parisienne. Elle devra fermer ses portes à la fin du mois. L'activité est transférée à Mamers. Pour tous les salariés qui n'ont pas pu déménager, c'est le licenciement. Sur 75, ils sont une cinquantaine dans ce cas. Ils savaient très bien que tous les ouvriers ne pouvaient pas suivre, parce que chacun a ses problèmes familiaux, chacun a son mari qui travaille là, bon, la famille, tout ça. Bon. La direction ici, elles sont complètement de ce qui peut se passer, si demain les gens vont être au chômage, vont être à la rue de SDF, ça ils s'en foutent complètement. S'ils voient, c'est le Moulinex, c'est l'argent, les primes, voilà, tout simplement. À Mamers, la direction de Moulinex avait promis de ne laisser aucun salarié sur le carreau. Marcel Ruel sera réembauché dans la nouvelle usine
mais il sait que son reclassement se fait au détriment d'autres personnes. Eh ben, c'est dommage pour eux. Hein. Mais bon, je pense que oui, on déplace le chômage. Hein. En termes économiques, déplacer le chômage, cela s'appelle une délocalisation. Pas de quotidiens nationaux dans les kiosques aujourd'hui à la suite d'un mot d'ordre de grève du syndicat du livre parisien en conflit avec les nouvelles messageries de la presse chargées de la distribution des journaux. Le différend porte sur des problèmes d'organisation du travail, un différend que les patrons de presse estiment vraiment mineur par rapport aux conséquences financières très lourdes d'une non-parution. Nathalie Moisan, Benoît Thévenet. Pour lire les quotidiens nationaux aujourd'hui, il fallait être un adepte d'Internet. Plusieurs journaux empêchés de paraître avaient choisi d'être publiés sur le réseau mondial. Dès l'annonce hier d'un arrêt de travail de 24 heures par le syndicat du livre CGT, la rédaction du Parisien avait renoncé à terminer son journal. Ah, ça c'est une une qui n'existera pas. Pas de une car les ouvriers du livre n'ont pas fait tourner les rotatives par solidarité avec leurs collègues des nouvelles messageries de la presse parisienne. Les NMPP en grève contre leur propre direction. Du coup, les quotidiens se sentent victimes d'un conflit qui selon eux ne devrait pas les concerner. Ça signifie un manque à gagner énorme, il y a 1000 emplois au monde. Il y a 1000 personnes qui y travaillent et ce millier de personnes est naturellement pénalisé et sera nécessairement pénalisé par ce type d'action qui concerne des gens qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec la vie des quotidiens. En fait, la grève porte sur un projet de modernisation de la distribution des magazines. Un conflit qui tourne depuis 3 semaines au dialogue de sourds. La direction des NMPP veut réorganiser le travail de ses salariés qui gagnent selon elle 250 000 francs bruts par an pour 35 heures par semaine. Des chiffres contestés par les ouvriers. On travaille 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, en 3-8. On travaille à Noël, on travaille les jours fériés, dans des conditions aussi des fois parfois exceptionnelles, où il faut qu'on assure des surcroît de production. Et donc ça mérite ce que les travailleurs ont gagné par la lutte. Une grève due à l'originalité du système français de distribution, dans lequel le monopole des NNPP fait face à un autre monopole, celui du syndicat du livre. Face aux demandes du Parti communiste en matière sociale, le Premier ministre Lionel Jospin est venu aujourd'hui s'expliquer devant les parlementaires du PC. Lionel Jospin leur a déclaré que la loi ne permettait pas de suspendre les plans sociaux engagés. En revanche, le gouvernement pourrait limiter les aides aux entreprises qui licencient. Françoise David. Le gouvernement de Lionel Jospin affiche comme priorité numéro 1 la lutte contre le chômage. Mais le Premier ministre l'a souligné aujourd'hui en arrivant au siège du Parti socialiste. De là à demander au préfet de suspendre les plans sociaux, comme le souhaite le Parti communiste, il y a un pacte que la loi ne permet pas de franchir. En tout cas pour le moment, car la législation pourrait être modifiée dans l'avenir. Ce qui en revanche semble possible tout de suite, c'est de faire savoir aux entreprises qu'elles ne pourront pas systématiquement compter sur l'argent public pour mettre en œuvre des plans sociaux. Je crois que Martine Aubry indiquera très clairement à un certain nombre de l'interlocuteur qu'on ne peut pas à la fois vouloir faire des licenciements et puis par exemple vouloir utiliser la formule du FNE et des pré-retraites. Ça me semble très important et très positif. Députés et sénateurs communistes sont donc plutôt contents. Satisfaits aussi de la visite que leur a rendue dans l'après-midi le chef du gouvernement. Lionel Jospin les a appelés à la solidarité dans la délibération. Le message est passé. Il faudra s'habituer à ce que dans cette nouvelle majorité, il y ait des voix différentes qui s'expriment sans pour autant mettre en cause l'action qui est menée par la majorité. Une majorité qui examinera en septembre, au premier jour de la session parlementaire, le texte sur l'emploi des jeunes, un symbole qui n'est pas non plus pour déplaire aux communistes. Jean-Marie Le Pen sera jugé en correctionnel à Versailles à la suite de la violente altercation qu'il a vécue avec la candidate socialiste de Mantes-la-Jolie pendant la campagne des élections législatives. De son côté, Jean-Marie Le Pen indique qu'il fera citer au tribunal les organisateurs de la contre-manifestation qui, selon lui, voulaient lui interdire les rues de la ville où il était venu soutenir sa fille, elle-même candidate dans la région. Manifestation aujourd'hui à Pithiviers dans le Loiret après la fermeture du bloc opératoire suite au décès la semaine dernière d'une jeune femme pendant une anesthésie. Il faut savoir que l'hôpital est l'un des plus gros employeurs de la ville. Ce soir, le directeur régional des hôpitaux du Loiret indique qu'il n'est pas question de fermer l'hôpital de Pithiviers. Reportage Gilles Marinet, Bruno Livertou.
La maternité était réputée mondialement. Mondialement. Et on venait du monde entier pour venir accoucher à Pithiviers. Et puis des secteurs à côté, des départements étrangers. Hein. C'est vrai, la maternité réputée pour ses méthodes de pointe a longtemps été la fierté de cette ville de 10 000 habitants. Mais depuis vendredi dernier, après la mort d'une mère de famille de 35 ans, c'est l'existence même de l'établissement qui est menacée. Aujourd'hui, le directeur régional de l'hospitalisation était venu confirmer la découverte de fautes graves. La non-utilisation aussi de certains équipements essentiels pour une bonne pratique anesthésique ou leur mauvaise utilisation, tous ces points-là ont fait que je ne pouvais en aucun cas autoriser la poursuite de l'activité. Le préfet sanitaire a critiqué également la mauvaise transmission de l'information entre médecins. Ainsi, la victime serait morte à cause d'une incompatibilité entre son traitement et les produits utilisés lors de l'anesthésie. Dramatique, les 250 habitants venus soutenir leur médecin en conviennent, mais pas au point d'accepter la fermeture. Nous, on est dans les alentours et on a besoin de notre hôpital, de la maternité. Hein? Moi, j'ai ma fille qui devait être inscrite, elle est d'Orléans, elle devait venir là. Et si ça ferme, où on va aller? À 30 ou 50 km selon les cas. De plus, ils ont l'impression que l'administration utilise les événements pour restructurer la carte hospitalière. Finalement, le directeur régional a promis de rouvrir la maternité au mois de septembre, mais pour ce qui est de la chirurgie, il ne s'est pas engagé. Les Français n'ont pas vraiment adhéré au carnet de santé. 1 sur 2 ne l'utilise pas encore. Un autre système va peut-être permettre de limiter les visites à plusieurs médecins à cause de déficit de la sécurité sociale. Un système d'abonnement initié par le syndicat des médecins généralistes, MG France, en accord avec la caisse d'assurance maladie. Il s'agira pour chaque patient de choisir un médecin de référence, ce qui vous permettra de ne régler que le tiers payant. Reportage Envel Méhard, Emmanuel Luneau. 6 mois après son lancement, le carnet de santé n'est toujours pas entré dans les mentalités. À peine plus d'un Français sur 10 le présente régulièrement à son médecin. Au mieux, on l'oublie. Au pire, on ne sait pas à quoi il sert. Je ne sais pas, je l'ai reçu comme tout le monde, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Et donc, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas apporté. Ce que la plupart des patients devraient comprendre très vite, en revanche, c'est l'intérêt du contrat de fidélité. Il évitera aux malades de payer la consultation. Ce système entrera en application dès le 1er octobre prochain et devrait encourager les Français à ne pas consulter des médecins différents. C'est vraiment une garantie de qualité, une garantie de permanence des soins, de continuité, puisqu'on sait que dans 80% des cas, les médecins généralistes règlent les problèmes qu'ils voient en premier recours. Un raisonnement contesté par certains spécialistes qui critiquent ce passage obligé par le cabinet du généraliste. Mais pour la Caisse nationale d'assurance maladie, ce nouveau système répond au double objectif fixé par le plan Juppé, réduire les dépenses de santé tout en préservant la qualité des soins. En France, on est le pays où on dépense le plus pour sa santé, où on est le moins remboursé. Je note que dans d'autres pays européens, l'accès aux médecins de première intention, médecins généralistes, est gratuite. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est arriver à avoir la confiance entre le médecin et son malade. Après le carnet de santé et le contrat de fidélité, la carte à puce complétera ce dispositif l'année prochaine. En pratique, elle sera obligatoire puisqu'elle remplacera l'actuelle carte de sécurité sociale. Après la polémique sur le niveau de radioactivité des écoulements de la centrale de retraitement de déchets nucléaires de La Hague, dans la Manche, la Cogema, qui gère l'usine, a entrepris une opération de détartrage de ses canalisations. Valérie Gaget, Pascal Puyot. Cet appareil enfoncé dans un tuyau de plexiglas est un racleur, une sorte de taupe mécanique qui va nettoyer tronçon par tronçon les quelques 5 km de canalisation sous-marine de la Cogema. Propulsé par de l'eau de mer grâce à ses pompes à la vitesse d'1 mètre par seconde, ce furet doit permettre de récupérer près de 80 mètres cubes de tartre radioactif. Selon la Cogema, le risque de pollution accidentelle pendant l'opération est minime. Cette question de rejet et de dépôt, ça a été pris en compte en travaillant systématiquement de la mer vers la terre et en remontant les matières détachées par les racleurs jusqu'à la terre, systématiquement. Dans l'anse des Moulinets, à l'endroit même où s'enfonce la canalisation, tout est prêt pour le lancement demain des travaux de détartrage. Ils vont s'étaler sur 1 mois et demi. L'objectif de la Cogema est de faire baisser le taux de radioactivité autour du tuyau.
On aurait quasiment, après l'opération de détartrage, dans la mesure où elle a été efficace, passé à zéro. Greenpeace, à qui l'on doit ces images filmées au bout du tuyau, là où sont rejetés les effluents radioactifs, compte surveiller ces travaux de très près. L'organisation écologiste juge cette opération dangereuse et a demandé sans succès une étude d'impact préalable. Le rejet liquide radioactif de Kojima va continuer même pendant les travaux, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va avoir ce petit robot qui va être passé et derrière on va rejeter. Et là, ça serait bien un miracle si on ne renvoie pas des radionuclides vers l'océan. Ce grand détartrage d'été ressemble fort à une contre-attaque de la Kojima. Mise en cause à plusieurs reprises depuis le début de l'année, elle se devait de réagir, mais loin de calmer les esprits, cette opération pourrait rallumer les feux mal éteints de la polémique. L'actualité internationale, un geste d'ouverture du gouvernement algérien en direction des instances politiques du Front islamique du salut qui a été dissous. Le numéro 3 du fils Abdelkader Hachani n'a été condamné hier qu'à 5 ans de prison, ce qui couvrait exactement sa période de détention préventive depuis 1992. Il a donc été relâché aujourd'hui. En revanche, les deux figures historiques du fils, Abbassi Madani et Ali Belhadj, sont toujours détenus au secret. Au Cambodge, la capitale Phnom Penh est aux mains de l'ancien communiste et Premier ministre Hun Sen. La situation est en passe de se normaliser. Ce matin, des avions venus de Thaïlande ont embarqué des ressortissants étrangers. L'aéroport international pourrait être rouvert dès demain, normalement, au trafic. La sonde américaine Éclaireur continue d'envoyer des images de Mars vers la Terre en provenance du véhicule téléguidé Rocky qui continue d'explorer et de fouiller le sol de la planète rouge. Romain Albonan. 1 cm par seconde sur Mars, c'est la vitesse limite autorisée de Rocky le robot pour que le matériel reste opérationnel. Robot tout-terrain avec 6 roues à crampons indépendantes, capable de passer des obstacles hauts de 25 cm. Ses premiers tours de roue, Rocky les a donnés pour rendre visite à Yogi et Barnacle Bill. C'est le petit nom de ces deux pierres dont il analysait la composition. Deux pierres situées dans son rayon d'action, pas plus de 20 à 30 mètres de sa base, la sonde Pathfinder. Si par malheur, il s'en éloignait de trop, sur Terre, les ingénieurs ne pourraient plus téléguider leur jouet, qui a coûté la bagatelle de 125 millions de francs. Voici l'image brute reçue par les scientifiques. La caméra de Rocky sur son pare-choc avant voit rouge. Ces images, noir et blanc, sont filmées par une autre caméra télescopique installée sur la sonde. À côté, le mât météorologique, un instrument précieux avec une batterie de capteurs pour mesurer la vitesse des vents, analyser l'atmosphère composée essentiellement de gaz carbonique. Et juste à gauche de ce mât, comme une cible blanche et grise complétée de petits carrés, il s'agit en fait d'un échéancier de couleurs. On a vu beaucoup de couleurs, beaucoup de roches, ça a été une grande surprise. À l'arrière de la sonde, 2 cylindres métalliques, 2 antennes qui servent de relais entre le robot et la Terre pour diffuser les images martiennes, des images qui mettront environ 30 minutes pour parcourir les 200 millions de kilomètres. Nous avons encore tous en tête le témoignage poignant du journaliste écrivain aujourd'hui disparu Jean-Dominique Bauby. Dans son livre « Le scaphandre et le papillon » qu'il rédigea uniquement à l'aide de sa paupière restée mobile, Jean-Dominique Bauby était atteint du syndrome de Locked-in, une maladie rare soignée avec un dévouement infini par le personnel de l'hôpital maritime de Berck dans le Pas-de-Calais, où séjourna d'ailleurs Jean-Dominique Bauby. Notre enquête de ce soir, menée par Marianne Mass et Patrick Wurmstom, est intitulée « Des mots pour soigner ». S-P-O-N-T, ça. E-S-A, spontanéité. Oui. Fa. Fatigué. Voilà. Ou, M. Service de rééducation neurologique de l'hôpital maritime de Berck. Derrière ces gestes, ces regards, il y a tous les mots qui ne trouvent plus le chemin de la parole depuis qu'un accident leur a barré la route. Dominique est atteint du locked-in syndrome, enfermé à l'intérieur de lui-même. Il communique et blague même avec les soignants grâce à l'alphabet et à tout le reste. Technique. Au fur et à mesure, j'ai appris à voir comment ils traduisaient justement toutes ces émotions en un plein de visage. Hein. Ça s'apprend. Hein. C'est plus long finalement par rapport aux autres patients. Mais
Je crois que c'est ce qui fait que le contact est plus fort. Il y a eu une évolution. Au début, on avait un peu de mal, même avec le col, toutes les deux. Et puis finalement, on s'est adapté l'une à l'autre. Puis maintenant, on a même des petits signes en plus. M, D, P. Faire sortir la parole comme un jeu, comme un exutoire à l'angoisse et à toutes les frustrations. Le service compte une quarantaine de patients avec une prise en charge lourde et le plus possible individualisée. Tous ne souffrent pas des mêmes maux, tous ne s'expriment pas avec les mêmes mots, et il faut aider chacun à reconstruire son histoire. Ma femme, elle est directeur de recherche du CNRS. Tout ce qui se passe, elle a besoin de le comprendre. Hein? Alors, ça a devenu notre moyen de communication. Dès qu'on s'habitue, ça va vite. Et en plus, c'est social parce que... Bon, je dis que c'est social parce que tout le monde peut lire. Pour Anna, pas de lettres, pas d'alphabet. Il lui reste un petit souffle de voix, rescapé d'une sclérose en plaques. Chez elle, c'est sur les lèvres qu'il faut lire. Avec le kiné, c'est très bien. Il vous écoute? Oui, très bien. Pas tout le monde. Il ne faut pas hésiter à s'attarder et puis à écouter. Ça fonctionne mal. C'est ce qui nous remet en question tous les jours, heureusement. À Berck, on essaie de faire en sorte que le patient oblige le soignant. Le passage de Jean-Dominique Bobby à l'hôpital maritime a contribué par ses écrits à cette remise en question. Depuis sa disparition, d'autres papillons l'ont remplacé dans la chambre 119. Du bagne aux îles Marquises, c'est le titre du livre souvenir d'un des plus grands peintres faussaires de ces dernières années, Alain Martouret, un art particulier qu'il paya de plusieurs années de prison. Il est aujourd'hui un peintre copiste tout à fait légal, capable de réaliser un Van Gogh en moins de 4 heures. Reportage Gérard Dalmaz, Daniel Lefebvre. Promenade de santé pour l'ancien pensionnaire de la prison. Pour Alain le faussaire, Alain Martouret dans le civil, la tôle, c'est le début de la toile. Dans les années 70, cette personnalité hors du commun enjambe le mur d'enceinte au point d'attirer Pierre Dumayet dans la cellule du braqueur également réputé pour ses faux travelers chèques. Vous avez quel âge, monsieur? 30 ans. Vous êtes là depuis 30 mois. Et vous savez pour combien de temps? Non. Exemple, ce petit tableau original, le clown, Alain signe 500 toiles en 5 ans, toutes vendues à l'extérieur de la prison. Fils de bagnard, bonjour l'hérédité, ricaneront certains, mais graveur surdoué dès l'âge de 16 ans, Alain le faussaire est recruté par ce barbu, Fernand Legros, le roi de l'arnaque et de la contrefaçon. 2000 faux tableaux d'Alain le faussaire se baladent encore sur la planète. Il y aura toujours un marché du faux, mais c'est un marché du petit faux. Et ça, c'est propre, là je vais faire hurler les marchands, quoi. Je veux dire, c'est pas le peintre qui est faussaire, c'est le marchand qui est faussaire, c'est celui qui vend. Maîtrise d'histoire de l'art obtenue derrière les barreaux, Alain le faussaire devient Alain le copiste, copiste d'État. Un Van Gogh en 4 heures, Modigliani 1h30, et bien sûr son béguin Gauguin. Submergé par son admiration pour Gauguin, le peintre de la terre sans péché, Alain vient de s'installer comme lui aux îles Marquises, Pacifique. Sur la tombe de son maître chéri, Alain a promis de reconstruire le décor de Gauguin et de constituer un musée avec la copie des 200 œuvres majeures. Incroyable! Alain copie immédiatement n'importe quoi, dans n'importe quel matériau, y compris votre dentier. Je suis aux Marquises et il m'arrive de refaire les prothèses des gens qui cassent leurs prothèses parce qu'il n'y a pas de prothésiste. Donc je refais les dents des gens, je refais les appareils, je refais... Mais en plus c'est fabuleux, c'est marrant. Alain le faussaire, désormais Alain le copiste, vit dans l'ombre et la lumière de son maître. Alain était prédestiné, puisqu'à Paris il habitait l'immeuble où est né Paul Gauguin, son modèle ardent.
De plus en plus nombreux sont les Français qui ne se contentent plus de bronzer l'été, mais préfèrent des vacances plus sportives. Les adeptes du canyoning, la descente de cascades, de torrents, doivent savoir qu'ils sont aujourd'hui mieux protégés qu'auparavant, dans la mesure où, depuis 2 ans maintenant, des stages sont organisés par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour former les moniteurs qui encadrent ces expéditions. Vincent de Guyenne, Raymond Chaplat. Le canyoning, c'est ça. Mais c'est aussi un métier. C'est comment? L'encadrement. C'est bon, il y a 2 mètres de fond, on peut sauter partout. Tu peux y aller. Un métier qui s'apprend. Dans toutes les vasques, impérativement, il faut vérifier. Pendant 7 jours, ces moniteurs ont descendu tous les canyons de la région pour obtenir une attestation de qualification. C'est une obligation maintenant dans la formation du brevet d'état escalade de faire une formation en canyon, puisqu'on ne peut être amené à travailler en canyon. Ok. Emmanuel et ses collègues ont acquis les techniques de secours. Mais ils apprennent surtout à éviter l'accident à leurs clients, de l'entorse bénigne à la noyade. Pour cela, on demande aux moniteurs d'être attentifs, d'avoir de l'autorité et surtout de savoir renoncer lorsque l'orage menace. L'activité canyon se déroule dans les hautes gorges des plus hautes rivières, donc dans les endroits où se déversent les premiers orages. Et donc on peut avoir dans ces zones comme ici des montées d'eau relativement rapides, voire même des vagues qui déferlent. Et il est très important, avant de s'y engager, d'avoir pris la météo. Car ne pas le faire peut coûter cher. 9 mois de prison ferme pour un moniteur après la mort de 3 adolescents dans la clue du Raton, il y a 2 ans. Un des accidents qui a montré l'urgence de responsabiliser une activité encore jeune. Tout le monde s'est mis d'accord aujourd'hui pour d'abord construire des formations qui tiennent bien la route et puis essayer de faire une publicité maximale sur tout ce qui est prévention. Une vidéo a même été réalisée. Les guides ne veulent pas qu'au canyoning, on colle l'étiquette « activité dangereuse ». Dangereuse, oui, quand on la pratique mal. Elle n'est pas dangereuse quand on se met dans les bonnes conditions et lorsqu'on sait où on va, avec quoi on y va et comment faire. Plus d'1 millier de moniteurs ont été formés. Emmanuel a décroché sa qualification. Il encadrera ses premiers groupes cet été dans le Vercors. Le Tour de France cycliste, 3e étape, Vire-Ploumelec en Bretagne. Vainqueur l'Allemand Zabel au sprint, l'Italien Cipollini conserve le maillot jaune. Mais l'événement du jour, c'est l'abandon à la suite d'une nouvelle chute du peloton de l'un des favoris, le Suisse Tony Rominger. François Brabant. Il doit rester 10 km. Jusque-là, c'est une étape sans histoire. Et tout à coup, apparemment sans raison, il y a comme un trou dans le peloton. Pour la 2e fois en 4 jours, il y a chute collective sur le Tour. Au bas d'une descente, sur une portion de route partiellement gravillonnée, vélos et coureurs se retrouvent emmêlés. Parmi eux, un seul ne se relève pas pour repartir, Tony Rominger. Le champion suisse, leader de l'équipe Cofidis de Cyril Guimard, s'est fracturé la clavicule et ça aurait pu être pire. Il est tombé sur la tête, il avait le casque à gauche qui était complètement cassé, quoi. Et donc le casque cassé, explosé carrément. Il avait eu de la chance d'avoir un casque, je pense qu'il était carrément fêlé sur le côté. Et donc bon, il avait la clavicule qui était bien, on a vu un petit peu, quoi, était bien fracturée. Et bon, il avait un petit peu la jambe brûlée, le coude bien sûr des plaies quand on râpe le bitume, quoi. À 36 ans, Rominger disputait cette année ce qui devait être son dernier tour. Et il l'avait bien commencé, 4e au classement général. Ce soir, son tour s'achève à l'hôpital de Vannes, son tour et peut-être sa carrière aussi. Pour d'autres, comme Bartoli l'Italien, la course continue, mais pour la victoire d'étape, c'est râpé. Râpé aussi pour les Français qui l'avaient pourtant animé, François Simon, échappé puis repris à 5 km de l'arrivée. Ou encore Nicolas Jalabert, frère de Laurent, qui tente sa chance dans le dernier mètre, sans succès. Car l'arrivée se joue au sprint et c'est l'Allemand Eric Zabel qui s'impose. Victoire d'étape, maillot vert du classement par points et 2e place au classement général à 14 secondes de Cipollini. Pour Zabel et sa petite famille, au moins, c'est une bonne journée. La haute couture, 2e défilé John Galliano pour le compte de la maison Christian Dior dans les jardins du parc de Bagatelle au Bois de Boulogne à Paris, en hommage à Christian Dior, le fondateur, passionné de jardinage et de fleurs. Sophie Mézel, Bernard Connor. Du grand spectacle, on nous l'a promis, on l'a eu avec la collection Dior. Le parc de Bagatelle réquisitionné pour l'occasion, tous les mannequins les plus au top de la situation et 6000 roses, une bagatelle justement, pour enivrer les esprits. La maison n'a pas lésiné sur les moyens pour hisser son poulain John Galliano au firmament. Un budget digne d'un long métrage de cinéma.
et du beau linge comme on dit. Ici Demi Moore et Emmanuel Béard. Monsieur Dior était un grand amoureux des jardins. J'ai trouvé que ce serait non seulement merveilleux, mais aussi faire preuve d'un grand respect que de faire défiler ici ma seconde collection haute couture pour la maison Dior. Galliano, en bon élève, puise dans l'héritage maison, exhume le tailleur bar, berceau du New Look, la silhouette qui immortalise à jamais le style Dior. Taille de guêpe et cou de girafe, le trait est étiré à l'infini. Mais quand il s'agit de réveiller des héroïnes à la Mata Hari ou des cocottes de boudoir, un festival qui court du XVIIIe siècle aux années 20, alors là, nous sommes dans le registre cher à Galliano et plus dans l'univers traditionnel de Dior. Galliano s'est réveillé d'humeur romantique ce matin, a-t-il confié. Romantique et romanesque, pourrait-on ajouter. Dans quelques instants, la météo, Sophie Davant, 20h50, le Faussaire avec Gérard Jugnot et Jean-Marc Barr. Dernier journal, Florence Daucher. Demain, 7h50, dans les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Jean-Pierre Bribin, qui est un astrophysicien. Nous parlerons de Mars. 13h, Patrick Chen sur le Tour de France. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.